nous nous retrouvons pour un sujet extrêmement important. Il est de déterminer pourquoi les voitures américaines d'une certaine époque avaient de gros pare-chocs. Vous vous êtes sûrement déjà posé la question. Les voitures américaines et leurs énormes pare-chocs, souvent jugés disgracieux, font également partie de leur charme. Mais d'où vient cette spécificité ? Tout d'abord car les voitures devaient résister au choc à 5 miles per hour, environ 9 km/h. La première norme concernant les pare-chocs de voitures particulières date de 1971. C'est cette année-là que le National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, écrit la norme fédérale de sécurité automobile numéro 215 FMVSS 215. Jusqu'à là, vous êtes passionné. La notion de protection extérieure entre en vigueur le 1er septembre 1973. C'est le moment où les constructeurs US commencent à fabriquer les modèles 1973. Le Congrès américain promulgue la Motor Vehicle Information and Cost Saving Act, MVICS, qui oblige la NHTSA à publier une norme sur les pare-chocs devant aboutir à la réduction maximale possible des coûts pour le public et le consommateur. On prend alors en compte les coûts d'assurance, les coûts juridiques, les économies en temps, les considérations de santé ou de sécurité. Il s'agit de réduire le tarif d'un petit choc pour l'automobiliste moyen. La norme des 5 miles par heure. Cette norme définit une vitesse à laquelle les composants liés à la sécurité du véhicule doivent rester intacts en cas d'accrochage. Concrètement, en cas de choc frontal à une vitesse de 8-9 km/h, les phares, mais aussi le système d'alimentation en carburant par exemple, doit rester intact. La même chose s'applique pour les pare-chocs arrière à une vitesse de 4 km/h. Chez les constructeurs, on s'adapte. Les voitures millésimes 73 adoptent des bumpers en caoutchouc, alors que certains utilisent des pare-chocs actifs intégrant des amortisseurs télescopiques remplis d'huile ou d'azote. Le premier effet est de changer radicalement l'apparence des voitures américaines, rarement pour le meilleur. Certains s'en sortent mieux que d'autres, arrivant plus ou moins à intégrer des pare-chocs répondant aux normes. Si toutes les américaines sont bien obligées de s'adapter et sont conçues dès leur conception pour répondre aux normes, ce n'est pas forcément le cas des européennes ou des japonaises qui doivent se conformer. Certains constructeurs adoptent la norme dans leur cahier des charges minimal, à l'instar des Volvo 240 ou le Rolls-Royce Silver Shadow. La plupart bricolent des gros pare-chocs sur leurs modèles existants. Pour certains modèles, les exigences US en matière de hauteur de pare-choc auront raison de leur carrière américaine. Ce sera le cas du Concorde automobile, la célèbre Citroën SM, devenue soudainement inadmissible à l'importation aux États-Unis. La raison était que les réglementations américaines étaient rédigées sans prendre en compte les véhicules à suspension hydropneumatique qui, par définition, se lèvent au démarrage. Bye bye l'ASM et son profil magnifique et bonjour les véhicules au profil bizarre. Pour passer la norme, les pare-chocs sont de plus en plus massifs. On invente des systèmes actifs dissimulés plus ou moins astucieusement entre le pare-choc et la carrosserie. Parfois, les constructeurs tentent le gros morceau de caoutchouc pour dissimuler les amortisseurs rétractables de pare-choc. Ces excentricités stylistiques imposées ne vont pas freiner les ardeurs de l'administration. En mars 1976, une nouvelle norme est pondue. La résistance au choc est encore amplifiée, notamment sur les modèles après 80. En termes de style, on atteint des sommets, mais l'élection d'un certain Ronald Reagan va mettre fin à la course au pare-choc. L'administration Reagan s'engage lors de la campagne électorale à rétablir dans plusieurs secteurs de l'économie des États-Unis l'analyse coût-avantage. Le but est de réduire les charges et les normes pesant sur l'industrie. Au lieu d'imposer des normes toujours plus fortes et parfois absurdes, on se croirait en Europe, on calcule le coût de l'éventuel dommage. En clair, cette nouvelle politique va avoir une influence sur ces fameux pare-chocs. On calcule le coût pour les constructeurs de ces normes et on pose la question du coût des petits accrochages. Après un fort lobbying de la part des constructeurs, l'administration modifie la norme sur les pare-chocs en mai 82, réduisant de moitié les vitesses de test de collision avant et arrière pour les pare-chocs de voitures. Parallèlement, on modifie les exigences de hauteur de pare-choc des voitures particulières en passant de 16 à 20 pouces, 41 à 51 cm. En 1987, l'administration évalue le résultat de ce changement de norme. Il en résulte une réduction de poids du véhicule et des coûts de fabrication balancés par des coûts de réparation plus élevés. Des résultats qui ne vont pas tarder à déclencher une véritable guerre des pare-chocs. Les associations de consommateurs, mais aussi les assureurs, accusent l'administration d'alléger les normes de résistance dans l'unique but de rapporter de l'argent aux constructeurs et aux équipementiers. En 1986, l'Association des consommateurs demande à l'administration
de revenir à la norme antérieure, pétition à l'appui. Une idée rejetée 4 ans plus tard par la NTSNIA au terme d'une longue bataille. Un des arguments était aussi le protectionnisme qui se cachait derrière ces normes. En adoptant certaines normes de hauteur de pare-choc ou de résistance au choc, les autorités US comptaient décourager certains constructeurs et barrer la route aux étrangères ne pouvant respecter ces normes, comme l'ASM et ses suspensions hydropneumatiques. En 1990, un groupe d'assureurs ira jusqu'à effectuer des essais de collision avec 3 modèles de Plymouth Horizon, qui ressemblent à une Simca Horizon, correspondant à 3 normes différentes pour en évaluer le coût. Respectivement, coût d'une collision avec la première norme, $287, avec la norme intermédiaire, $918, et avec les nouvelles normes 1990, $1476. On a bien compris qu'il y avait une vraie différence. Aujourd'hui, les normes US sont moins contraignantes, mais imposent toujours à une Ferrari Enzo ou à une Bugatti Chiron d'adopter de gros blocs de caoutchouc en guise de pare-choc. Le pare-choc a disparu au profit de boucliers peints, couleur carrosserie en plastique, qui vous coûteront une fortune à la première rayure. Les Américaines des années 70 ou 80 sont devenues des classiques et leurs gros pare-chocs, les témoins d'une Amérique protectionniste et judiciarisée.